Les sportifs qui observent le jeûne peuvent-ils être efficaces pendant les compétitions? En tout cas, certains sont partagés entre devoirs religieux et soucis de performance. Au même moment, les tout petits chantent, dansent et font le porte-à-porte à la recherche de cadeaux, et c'est là au nom de nos us et coutumes, et on parle alors de Yogoro. Restaurer les os en rupture, cela s'appelle en médecine l'ostéopathie. Ici à Bamako, dans le quartier Bankoni, la famille Niari a un véritable savoir-faire en la matière. Les explications des Gadou Pérou dans un dossier. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout pour parler inclusif intermalien à Alger, la facilitation continue ses efforts pour rapprocher les positions des différentes parties en vue de l'adoption rapide d'une feuille de route consensuelle. À en croire le chef de la délégation malienne, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, des progrès réels sont en train d'être faits. Nos envoyés spéciaux, Idrissa Traoré et Yaya Konaté lui ont demandé quel enseignement il tire de ce début de pourparlers. Je vous propose de l'écouter. Les enseignements, c'est que, bon, c'est des petits pas qui nous font avancer. On apprend à se connaître. L'attention commence à être diffuse et nous commençons à regarder ensemble quelles sont les options, quelles sont les possibilités pour nous. Et chaque partie a pu mesurer l'importance qui est accordée à tel ou tel sujet, mais le plus important, c'est que nous avons commencé à nous parler et il y a de larges convergences aujourd'hui, même autour du calendrier, autour de la feuille de route. Il y a quelques points qui restent peut-être à être clarifiés avec l'aide de la facilitation, mais un des points importants que nous avons enregistré, c'est qu'il est important aujourd'hui d'aller vite. Le temps n'est pas de notre côté. Nous savons aussi que pendant que nous discutons ici, c'est la vie de millions de populations, de communautés qui vivent dans ces régions qui est en jeu. Il y a des populations qui souffrent à l'intérieur de nos frontières, mais aussi à l'extérieur de nos frontières. Donc nous avons la responsabilité d'accélérer la cadence et la communauté internationale et les facilitateurs sont à nos côtés pour nous permettre d'accélérer cette cadence pour pouvoir vraiment prendre en charge ces questions et arriver à une solution. On en parlait hier, mais aujourd'hui, avec des chiffres à l'appui, environ 17 000 candidats admis, soit un taux de 16,24%. C'est le résultat du baccalauréat malien session de juin 2014. Ce résultat connaît une amélioration comparée à celui de 2013 qui était de 13%. Nouhoum Sissoko, compte rendu. Ils sont exactement 16 962 candidats à décrocher cette année le diplôme du baccalauréat malien sur plus de 104 000 ayant composé. Un résultat légèrement supérieur à celui de 2013. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 ont été déclarés admis selon le directeur adjoint du Centre national des examens et concours de l'éducation. Au plan national, il y a eu un taux de 16,24%. Ils étaient 114 588 candidats et il y a 104 429 qui ont composé. On peut dire que ça s'est amélioré par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière on était à 13,03%. Comme je le disais au niveau du DEF, c'est la même chose. Le baccalauréat aussi a bénéficié de cette année scolaire apaisée. Le département l'apprécie de façon mitigée parce que 16,24 c'est une progression vis-à-vis par rapport à l'année passée, donc relativement c'est bon. Mais en fait ça ce n'est pas ce qui est escompté. On aimerait que on ait un plus grand nombre d'admis, donc un taux plus élevé. Excepté Kidal et Tombouctou, 8 pôles de correction répartis entre les régions et les 2 académies du district de Bamako ont planché sur les copies des candidats. Tous les pôles de correction tournent autour de 15%, mais Ségou se détache avec un taux plus élevé, de 21,56%. Et le pôle de correction de Caille est un peu à la traîne avec 12,07%. À en croire le directeur adjoint du Centre national des examens et concours, des réformes en cours doivent permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement, la finalité étant de former des cadres valables. Premier dossier de la rédaction au mois de Ramadan. Durant cette période, les fidèles musulmans s'abstiennent de boire et de manger du lever au coucher du soleil. Les sportifs qui observent le jeûne peuvent-ils être efficaces pendant les compétitions? Bon nombre de personnes se posent de plus en plus cette question. Des précisions dans ces dossiers signés Al-Jumatina. Exercice physique se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs,
pouvant donner lieu à compétition et pratiqué en observant certaines règles, le sport se pratique au quotidien. Mais concilier cette activité axée sur l'effort physique avec le jeûne n'est pas sans problématique en cette période de Ramadan. D'où la question si le sport et le jeûne font bon ménage. Il convient alors de faire la part des choses entre le sport de haut niveau et les autres. Le sport statique et le sport d'endurance. Les sports d'endurance comme le football, l'athlétisme et la boxe épuiseront tout d'abord les acides gras et le sucre qui se trouvent dans le sang. Et l'organisme est appelé à puiser pour aller prendre des réserves de glucides, de protéines, d'acides gras, de graisse et de glucides pour qu'il puisse répondre à l'énergie demandée par le sport. À l'état normal, l'organisme se sert des glucides et des lipides fournis par l'alimentation pour produire l'énergie nécessaire, ce qui permet aux sportifs de haut niveau d'être dans les meilleures dispositions pour réaliser des performances. Quand tu fais le sport d'endurance, on dit qu'il faut boire même si tu n'as pas soif. Tu dois boire avant, pendant et après le sport. Donc, qui fait le jeûne ne pourra peut-être pas faire ça. Donc, difficilement, si tu fais un sport d'endurance, ça va demander à l'organisme d'aller puiser dans ses réserves. Dans la plupart des cas, c'est par conviction religieuse que les sportifs d'élite s'évertuent à jeûner. Sans quoi, ils transgresseront les principes de l'islam, qui donnent priorité aux 4 piliers de l'islam. Changeant actuellement, pour avoir un corps sain, il faut faire du sport, donc ça encourage vraiment le métabolisme à être en forme. Quand on fait du sport, ça augmente l'appétit, ce qui permet de manger naturellement et de ne pas souffrir le maximum possible pendant tout le mois de Ramadan. Comme le football, c'est notre métier. On négocie les matchs un peu. Chacun a sa façon de voir des choses, mais pour moi, déjeuner pour jouer, c'est trop risqué, quoi. Nous constatons même que le pèlerinage qui se profile à l'horizon est un travail physique, les 5 prières du jour et aussi le mois béni de Ramadan à travers ces prières de la nuit, Tarawih, appelées Sunnatul Nafila. Donc le sport est un maillon important pour la préparation physique du corps en vue de faire face à toutes les obligations religieuses. Il ressort de là que le sport et le jeûne riment parfaitement avec la religion. Le jeûne vis-à-vis du sport n'est pas du tout prohibé dans l'islam, tant que les deux peuvent se faire ensemble par le pratiquant. Mais à savoir que le jeûne prime sur le sport, quelle qu'en soit sa nature, sa forme, sa durée ou son importance. De ce fait, les encadreurs ont du mal à s'opposer à la volonté de leurs sportifs, ce qui n'est pas sans conséquence sur le rendement du sportif qui est obligé de puiser dans ses réserves. Le problème même s'est posé en Coupe du monde de football, mais le problème s'est posé dans l'Algérie par exemple, il y avait des gens qui gênaient, dans l'équipe de France il y a des gens qui gênaient, mais on n'interdit pas, les entraîneurs n'interdisent pas, ça dépend de l'organisme, il y a des gens qui supportent, d'autres qui ne supportent pas. Mais en matière de sport de haut niveau, on a besoin de boire de l'eau et on a besoin de ressources. Il y a des aliments qu'on consomme avant les matchs. C'est pas facile pour un joueur de football parce que non seulement par rapport à l'impact physique, les joueurs font énormément d'efforts. Aussi, si l'alimentation n'est pas là aussi, c'est vraiment compliqué. Voilà, donc nous on essaie de trouver la solution comme ça, en les regroupant. Et les joueurs, ils passent la journée ensemble et je pense que après ils ont la possibilité, je sais que il y a des règles, choses aussi à respecter. Ils ont la possibilité de, comme on le dit souvent, de rendre la monnaie ou de payer après. Comme si un joueur qui jeûne toute la semaine, il laisse les jours du match, ça va répercuter sur lui. Ça, c'est inévitable. Donc c'est pourquoi on les conseille. S'ils peuvent au moins payer ça après les mois de carême, moi je pense que c'est plus bénéfique. Le conseil, c'est qu'il faut faire le sport. Il faut faire le sport, même en jeûne, ceux qui ont l'habitude de le faire peuvent continuer à le faire. Le sport doit être adapté à l'organisme. Pendant le jeûne, on peut bien faire un sport, mais un sport adapté. Qu'ils soient sportifs de haut niveau ou amateurs, pour maintenir la forme, l'activité sportive en jeûne reconnue n'est pourtant pas sans risque. Pratiquer un sport quand on est en jeûne exige quelques mises en garde et précautions. Tout à fait. 50 commerçants détaillants viennent d'être outillés en techniques d'hygiène et d'assainissement des magasins de vente. C'est à la faveur d'un atelier de formation initié par la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali, coût de l'opération plus de 9 millions de francs CFA, compte rendu à Gali.
La santé des consommateurs reste une des préoccupations majeures du gouvernement. La formation de 50 commerçants détaillants de la commune 1 du district de Bamako en hygiène et assainissement autour et dans les boutiques en est la preuve. Nous avons fait 7 jours de formation. Nous avons appris beaucoup de choses. Sur l'hygiène, nous avons appris beaucoup de choses. C'est-à-dire la propriété des produits, la propriété corporelle, l'organisation aussi, c'est-à-dire le rayonnage, comment mettre en place les produits dans les boutiques. La mise en œuvre de ces projets, initiés par la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali, a été rendue possible grâce à l'appui du ministère en charge de la formation professionnelle, à travers le fonds d'appui à la formation et l'apprentissage FAFPA. La formation est réalisée par le cabinet pour un montant total de 9 160 750 francs CFA, dont un apport FAFPA de 8 244 675 francs CFA. Le FAFPA, en finançant cette formation, voudrait encourager toute initiative visant à développer les compétences des ressources humaines dans les micro-entreprises informelles pour favoriser leur migration vers le formel. Le défi à relever est immense et consiste à assurer la formation du maximum de commerçants détaillants sur le thème de l'hygiène et de l'assainissement si l'on veut sauvegarder la santé des consommateurs. Cette formation doit, au-delà des commerçants détaillants des boutiques, s'étendre aux commerçantes et commerçants de produits alimentaires exerçant sur les marchés et surtout dans les espaces scolaires et universitaires. La remise des attestations aux participants a mis fin à la cérémonie. Près de 300 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé par le gouvernement du Mali pour doter la région de Tombouctou en matériel roulant. Au total, 11 véhicules et 75 motos sont mis à la disposition des différents services techniques financés par le budget national. Ces engins permettront de renforcer la capacité opérationnelle des structures techniques sur le terrain. Al-Mouzer Al-Khamissa Yatara, compte rendu. Une dizaine de véhicules Toyota 4x4 flambant neufs et une centaine de motos. D'une valeur près de 300 millions de francs CFA, ces engins viennent d'être mis à la disposition de la région de Tombouctou par le gouvernement du Mali. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles des différents services techniques sur le terrain. La région a beaucoup souffert et surtout on était obligé de réquisitionner des véhicules pour nos visiteurs qui viennent. Ils viennent nous aider et encore plus, ils seront obligés de louer les véhicules et réquisitionner. Aujourd'hui, que l'État a songé à nous pour nous donner ces véhicules pour renforcer nos capacités et les engins à 2 roues. Alors mon premier sentiment, c'est un sentiment de joie, sentiment de reconnaissance parce que ça prouve que le gouvernement songe aux services locaux, notamment dans les régions du Nord. Donc ces véhicules et ces engins à 2 roues, ils seront utilisés à bon escient. Selon les autorités, la répartition de ces matériels roulants sera faite suivant une certaine logique. La clé de répartition, c'est les services qui n'ont vraiment aucun moyen de déplacement qui sont prioritaires. Et au fur et à mesure, compte tenu un peu des nécessités qu'on va affirmer, si d'autres services seront dans les besoins, une autre phase sera organisée et on donnera autant pour les véhicules que les engins à 2 roues. Cette logistique dont la région vient de bénéficier permettra d'améliorer les conditions de travail des différentes structures techniques. Nous rejoignons toujours plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût total de la réalisation d'un nouveau projet dénommé Projet Excellence au féminin, lancé hier à Ségou. Ce projet vise à améliorer le taux de scolarisation des filles. Reportage Fousseini Samaki. L'accroissement de la contribution des femmes au développement économique et social du pays passe par la réussite scolaire des filles dans tous les ordres d'enseignement. C'est fort de ce constat que le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a initié cette journée d'information et de sensibilisation sur le projet Excellence au féminin à Ségou. Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet et leurs partenaires s'approprient ainsi le contenu du document du projet qui devrait contribuer à relever de nombreux défis en matière de scolarisation des filles d'ici fin 2017. Le projet Excellence au féminin est une initiative en matière d'éducation des filles afin d'encourager les filles à progresser dans le système éducatif. Il sera assorti de prix d'encouragement aux méritants, de soutien aux parents démunis ayant leurs filles dans le système, de cours de rattrapage pour des élèves filles en difficulté par rapport à leur programme scolaire, entre autres.
S'agissant de la scolarisation des filles, on constate que l'État fournit des efforts au niveau du premier cycle. Et par contre, il y a moins d'efforts pour les autres ordres d'enseignement et particulièrement l'enseignement supérieur. Cette initiative contribuera à court et moyen terme à relever l'un des nombreux défis du secteur, notamment le défi du maintien des filles à l'école. Excellence au féminin se propose de relever pendant 4 ans les défis énormes autour de la question de l'émergence des filles dans les milieux scolaires, dans les zones de faible taux de scolarisation et des taux d'abandon des filles les plus élevés au Mali. Partager le contenu de la plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour l'unité nationale du Mali, c'est l'objectif de la rencontre initiée par le Bureau national dans la Venise malienne, compte rendu Mahamar Ibrahim Touré. L'un des principaux défis à relever au Mali, c'est le rétablissement de la cohésion sociale et la concorde entre les communautés de notre pays après la crise de 2012. Dans cette optique est née la structure dénommée Plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour l'unité du Mali. C'est autour de la région de Mopti d'abriter la diffusion de son contenu. Des personnes de bonne volonté ont créé cette plateforme pour servir de cadre de concertation, de réflexion, d'information, de sensibilisation, de clarification et d'action pour porter un message de paix et de rassemblement à la fois vers les différentes communautés du Nord et à la nation malienne tout entière. Nous sommes aujourd'hui en train d'essayer de recoudre les tissus sociaux. Parce que si les tissus sociaux déchirent, on ne peut plus vivre ensemble. Nous sommes obligés de vivre ensemble parce que l'histoire fait que nous devons vivre ensemble. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et il faut aujourd'hui que tous les Maliens reconnaissent qu'on a le seul pays. La plateforme préconise 3 axes. Ce document qui vient d'être diffusé est vraiment assez important pour nous et doit être porté à la plus grande attention des populations, de tous les cadres et même porté à la connaissance de l'opinion internationale. Les membres de la plateforme venus à Mopti en apportent de paix. La solidarité de l'Union nationale souhaite de la part de chacun de nous une participation active et constructive au retour d'une paix durable. Cérémonie de décoration à titre posthume et étranger de l'adjudant-chef David Nikolic de l'opération Serval, décédé la semaine dernière à la suite d'un attentat de véhicule à Al-Moustrat. Donc à la suite d'un attentat de véhicule à Moustrat a eu lieu ce dimanche à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Le défunt a été décoré à la médaille de la Croix de valeur militaire par le ministre de la Défense et des anciens combattants au nom du président de la République. Donc voilà, le président de la République qui décore ainsi le chef suprême des armées. Cette distinction pour le ministre de la Défense est un signe de remerciement des autorités maliennes à ce brave soldat qui a trouvé la mort à défendre notre patrie. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités maliennes et de l'opération Serval. Hors de nos frontières, l'armée israélienne intensifie ses frappes sur Gaza. Dans cette région, plus de 60 personnes ont été tuées aujourd'hui. Les structures sanitaires ont du mal à dresser un bilan et partout, c'est la panique. C'est la panique générale à l'entrée de cet hôpital de Gaza. Les blessés arrivent par dizaines. Tous viennent du quartier de Shejaïa, soumis ce matin à un pilonnage intensif. Shejaïa est complètement détruit. Les Juifs bombardent de partout. Ils brûlent tout pour que les gens fuient. Ils veulent prendre toute notre terre. Au moins 60 personnes ont été tuées aujourd'hui selon les services médicaux qui ont du mal à dresser un bilan précis. Il y a des massacres qui ont lieu. C'est une guerre d'extermination dans cette zone où les morts et les blessés se comptent par dizaines. Parmi les victimes de Shejaïa, un caméraman qui filmait un reportage avec un ambulancier. Tous les deux ont été tués par des tirs de chars israéliens. Les premières images de ce quartier situé à l'est de la ville de Gaza sont tournées par un amateur. C'est le sauve-qui-peut pour les habitants qui laissent derrière eux des victimes à terre. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, avait demandé aux civils de rester chez eux. L'occupation a commis des crimes de guerre.
La plupart des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ils ont pilonné les maisons habitées, les gens sont morts sous les décombres. Israël accuse pour sa part le mouvement islamiste de se servir des civils comme boucliers humains. L'armée affirme que 140 roquettes ont été tirées vers Israël à partir du secteur de Shajaya depuis le début de l'offensive. Une offensive qui a déjà fait plus de 400 morts côté palestinien, une dizaine côté israélien, dont 2 civils. Et puis le président de l'Assemblée nationale du Mali, à la tête d'une délégation parlementaire, a quitté Bamako hier pour Téhéran. Au siège du Parlement islamique d'Iran, l'honorable Ishaka Sidibé participera à la réunion de la Troïka présidentielle de l'Union parlementaire, l'OCI, sur la situation en Palestine. Cette réunion qui est prévue donc pour le mardi prochain est axée sur l'analyse et les délibérations relatives à la situation qui prévaut actuellement en Palestine et particulièrement dans la bande de Gaza, ainsi que la recherche des voies et moyens pour faire cesser les violences. En marge de cette réunion, le président Ishaka Sidibé s'entretiendra avec ses pairs sur les préparatifs du sommet de l'UPCI que notre pays s'apprête à accueillir en 2015. L'actualité, toujours à travers le monde, nous parle maintenant du crash du Boeing de ligne en Malaisie, donc Malaysia Airlines, des violences en Irak, des questions de justice aux États-Unis, et nous terminerons par le 45e anniversaire de la mission Apollo célébrée aujourd'hui. Mais suivons d'abord cet élément sur le crash avec l'arrivée de certains enquêteurs sur le terrain. Plus aucun corps n'est visible sur le principal site du crash où les séparatistes nettement plus discrets contrôlent toujours les abords. Ces derniers se sont engagés à garantir la sécurité des experts internationaux sur le site si Kiev conclut un accord de cessez-le-feu. Des experts malaisiens sont arrivés en Ukraine. Selon des sources anonymes, on apprend que des satellites américains auraient repéré des batteries de missiles franchissant la frontière russo-ukrainienne. Une boîte noire a été retrouvée. Recrudescence de la violence en Irak, au moins 12 personnes ont été tuées et 40 autres blessées samedi dans 4 attentats à la voiture piégée dans différents quartiers de Bagdad, au moment où le président Talabani est de retour au pays après 18 mois de convalescence à l'étranger. À Mossoul, des centaines de chrétiens ont fui la ville face aux menaces des djihadistes. La société des tabacs Reynolds devra verser une indemnisation de plus de 23 milliards de dollars à la veuve d'un fumeur décédé d'un cancer du poumon, une somme record pour un seul plaignant dans l'histoire de la Floride. Le verdict est assorti de dommages et intérêts de 16 millions de dollars à verser à la succession du défunt. Reynolds va faire appel de ces décisions pour qui le jugement va au-delà du raisonnable et de l'équité. C'était le 20 juillet 1969, il y a 45 ans, 2 astronautes, Neil Armstrong et Buzz Aldrin de la mission Apollo 11, ont marché pour la première fois sur la Lune. Un événement sans précédent devant plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. À l'époque, il s'agissait de démontrer en pleine guerre froide la supériorité des États-Unis face à l'Union soviétique dans la course à la conquête de l'espace. Un programme qui a mobilisé 400 000 personnes et un budget considérable d'une valeur de 135 milliards de dollars. À l'actualité nationale, la Fédération nationale des diabétiques du Mali tient depuis ce matin les travaux de sa 3e assemblée générale. Au programme de cette rencontre, le bilan de l'année écoulée et la présentation des stratégies. Compte rendu Alpha Maïga. Au Mali, plus de 3% de la population sont diabétiques selon une source médicale. Et c'est fort de ce constat que les diabétiques sont regroupés en associations à travers tout le pays. Ils sont réunis ici pour la 3e fois à la faveur de l'Assemblée générale statutaire. Occasion pour le président d'informer les délégués de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Des correspondances et devis estimatifs furent envoyés pour obtention d'un siège. Aussi, nous attendons impatiemment une convention entre Santé Diabète et FENADI. Nous notons qu'à partir de décembre 2015, nous ne bénéficierons plus de certaines activités de santé diabète. Le travail, l'effort, le courage, l'affection, l'écoute, l'amour du prochain, la patience et le partage sont là de véritables chemins d'or et de facteurs incontestables pour la réussite de toute entité. Au cours des travaux, il sera question aussi de la stratégie d'orientation de la Fédération nationale des diabétiques du Mali, ensuite du contrôle des activités de chaque association au niveau des cercles.
Le second dossier de la rédaction nous parle de l'ostéopathie qui consiste à restaurer les os en rupture. Sur le sujet, il y a un véritable savoir local. Pour en savoir davantage, notre reporter Garibou Pérou a fait un tour dans la famille Nyaré au Pankoni, loin d'un défi contre la médecine conventionnelle. Cette pratique continue à démontrer ses preuves. Garibou Pérou et son équipe nous proposent ce dossier. Kinésithérapeute et chirurgien ostéopathe, on en oublie. Âgé de 52 ans, Moussa Nyaré exerce cette profession depuis l'enfance. L'acte consiste à remettre en ordre la continuité de ce qui a été rompu. Ce garçon s'appelle Abdoulaye Traoré. Il est né avec des articulations mal rétablies il y a juste un mois. Sans que cet enfant ne laisse entendre un seul cri, Moussa Nyaré réussit à placer les os déplacés. Nous avons appris cela avec notre père. Nous recevons diverses factures. Notre seul jour de repos, c'est dimanche. Là aussi, si un cas d'urgence se présente, on est obligé d'intervenir. On n'oublie pas cependant que cette action est humanitaire. Moussa Diarra lui aussi est victime d'un accident de la circulation. Mais aujourd'hui, il ne s'interroge pas sur l'efficacité réelle de cette action thérapeutique. J'ai fait un accident, ça vaut un mois. Ça arrivait avec deux motos vers Djugoroni, la route de Djugoroni Para. On a fait rentrer dans les camps, on a fait la radio là-bas. Après des radios, on est venu ici pour faire le traitement ici. Ce travail présente des difficultés qu'il faut surmonter. Il y a par exemple certains cas où l'accidenté manque de tout. Le moyen même d'acheter une bande pose problème. Nous recevons aussi les évacués des cliniques ou des hôpitaux. Ce n'est pas facile, mais nous offrons notre service le mieux que possible. Une chose est certaine, l'ostéopathie ancestrale, contrairement à celle réalisée dans les cliniques, recèle non seulement une part de mystère, mais aussi de magie. Elle est magique parce qu'elle opère dans la forme et par la forme. Elle relève également de la thaumaturgie, c'est-à-dire du miracle, car elle agit surtout sur le monde invisible. Nyaré reçoit plus de 100 personnes par jour. Ici, il n'y a pas de prix fixé pour les soins. Il revient au patient selon son pouvoir et sa volonté d'offrir d'une pièce de monnaie ou un petit cadeau de façon symbolique. Sport et fracture, attention. Sport, volleyball, les équipes filles et garçons des 1008 logements remportent les trophées de la Coupe du Mali, première édition. Elles ont battu respectivement par le score de 3-7 à 0 Ségou en filles et la S Commune 6 chez les garçons. Abdoul Karim Kaba, compte rendu. Technique de jeu produit. En finale de la première édition de la Coupe du Mali, Ségou n'a pas fait. Voilà quelques problèmes techniques avec cet élément, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Sport volleyball, donc, je disais tantôt que les équipes filles et garçons des 1008 logements remportent les trophées de la Coupe du Mali, première édition. Elles ont battu respectivement par 3-7 à 0 Ségou en filles et la S Commune 6 chez les garçons. Nous allons tenter de retrouver cet élément de Abdoul Karim Kaba. Voilà, nous allons passer à autre discipline, sport hippisme. La 7e course ordinaire du comité de transition de la Fédération malienne de hippisme a été courue hier à Bamako. À l'arrivée, le drapeau a été remporté par le cheval Kabirou qui vient de la Ligue de Mpesoba. Nous retrouvons le compte rendu de Al Jumatina. Soirée de course de chevaux au champ hippique pour boucler en beauté la saison du comité de transition de la Fédération malienne de hippisme. Ainsi, au terme de cette 7e course ordinaire, c'est le cheval Kabirou de la Ligue de Mpesoba qui a ravi la virette en remportant la course des cracks en 3 minutes 13 secondes. Sur une distance de 2400 mètres, Kabirou n'a laissé aucune chance aux 7 autres concurrents, ce qui lui permet désormais de bousculer la hiérarchie des cracks. En deuxième position, on a le cheval Dafa Kida et Bon Ami qui ferment le podium. 2 autres courses ont eu lieu. Chez les demi-cracks, sur une distance de 2200 mètres, entre 8 partants, c'est le cheval Bon Fils qui brûle la politesse à ses adversaires en un temps de 3 minutes. Bill Gates et El Jawad complètent le podium des demi-cracks. La dernière course, celle des petits chevaux, ayant mis aux prises 15 concurrents sur une distance de 2000 mètres, a été la plus disputée et très serrée à l'arrivée. Il a fallu recourir à la photo finish pour dégager le podium. C'est ainsi que le cheval vainqueur a été déclaré premier.
suivi des Hadji et Gaston. Une très belle partie des courses qui a permis au comité de transition de mesurer le chemin parcouru, tout en se projetant vers les prochaines échéances. Impression de satisfaction, comme vous le constatez avec moi. Au début, j'avoue que ça a été très difficile. Début juin, les premières courses qu'on a organisées ont été entachées de crise, comme vous le savez. Bon, Dieu merci. Et nous remercions le bon Dieu aujourd'hui vraiment d'avoir entendu notre cri du cœur. On l'avait sollicité pour qu'il puisse maintenir par les liens de la chaîne. Aujourd'hui, je pense que c'est chose faite. Le climat qui prévaut aujourd'hui n'a rien à voir avec le climat des premières courses que nous avons organisées ici. Vous avez été témoins des courses que nous avons faites jusqu'à ce jour avec nous. Ben, Dieu merci. Tout est bien qui se termine bien. À la fin de cette 7e course ordinaire, les chevaux vont désormais se reposer en vue de retrouver la forme pour l'ouverture de la nouvelle saison prévue au mois d'octobre. Jamais 2 sans 3, le 3e dossier de la rédaction est culturel. Ce soir, il fait un gros plan sur le Yogoro. Le Yogoro, une activité coutumière des tout-petits célébrée à partir du 10e jour du mois de Ramadan. Le Yogoro est symbole de la recherche collective de cadeaux, une véritable solidarité développée pendant cette période. Un attachement aux us et coutumes de notre société. Dossier signé Abouakar Traoré et Cheikh Oumar Sangari. Le Yogoro est une manifestation culturelle des enfants uniquement célébrée pendant le mois de Ramadan. Cependant, le Yogoro serait une manifestation coutumière dont l'origine remonte avant même l'arrivée de la religion musulmane dans notre pays. L'origine, c'est après les récoltes, parce que les jeunes avaient leur champ. Donc, ils faisaient des manifestations, surtout le couscous. Et bien, vers l'après-midi, aussi bien les filles que les garçons, de leur côté, c'est séparé, vont jeter des tartines dans le fleuve en demandant au pharaon, le génie de l'eau, de nous donner la prospérité et la protection. Ba pharaon, inisto et sango san ikankeneto. Par exemple, chez les Marca, par exemple, là, il n'y a pas de fleuve, n'est-ce pas, vers les Nara, tout ça. Mais il y a le système. Les gens prennent la tartine, ils vont dans la brousse, souvent un grand arbre, ils entourent ce grand arbre et laissent les offrandes. À l'arrivée de l'islam, le Yogoro s'est fait une place à la célébration du Ramadan. Il est pratiqué la nuit seulement. C'est une manifestation païenne qui s'est greffée sur l'islam, comme bien de nos manifestations. Donc maintenant, il y a une sorte de symbiose entre la religion et le paganisme. Après la rupture de chair, les enfants, en 2 groupes, les filles d'une part et les garçons de l'autre, eh bien, se rencontraient pour aller dans chaque famille et faire la danse lubrique même. Le Yogoro est le personnage principal de la troupe de jeunes. Il y a aussi les Dondoni qui jouent les morts pour inciter les donateurs, essentiellement des femmes, à donner un cadeau. La finalité de la danse, c'est d'avoir un butin composé de céréales, de pièces de monnaie et d'autres cadeaux. Il y a un gars qu'on maquillait, comme les Crodois un peu. Alors, c'est lui qu'on appelait Yogoro. Donc, on chantait, il dansait, et les femmes leur apportaient des grains. Et si elles tardent à venir, il y a l'adjoint du Yogoro qui se jette par terre qu'on appelle Dondoni. Et on dit Mousso Nimaouli Dondoni Satoya. Ça me rappelle de mon temps aussi. Ce qu'on a sous la main, on les donne ça. Si les femmes ne donnent rien, on dit, on chante en sortant, et on dit, c'est la coutume. Sinon, nous, on n'a pas faim. Après le mois de Ramadan, les groupes organisent un festin avec céréales et argent gagné. Après seulement la fête, on décide qu'une semaine après, Ami Bassiba trouve beaucoup de couscous, on va tous manger, mais la première tartine, chacun met ça de côté. Quand on a fini de manger, on prend ça et on chante pour aller jeter ça dans le fleuve.
Les jeunes des groupes de Yogoro étaient socialement soudés et devaient suivre ensemble par la suite les initiations aux sociétés secrètes. Une fois dans la rue, ils devaient se préparer constamment aux affrontements interclans. Quand deux équipes de choses se rencontraient, de Yogoro, c'était la bataille rangée. Pour enlever le butin, on se fouettait même. C'est pour qu'on disait Tchetaflabe, Djalabakoro, Tchetaflabe, Nadjalabakoro, Dona Baoué, Bengebi. Quand on voit les jeunes filles, on fonçait sur elles pour les frapper, d'avoir les attacher et prendre leurs graines. Autrefois, les groupes de Yogoro comptaient un nombre important d'enfants. Mais aujourd'hui, les Yogoro suscitent peu d'intérêt auprès des jeunes. Ça se perd. Les enfants sont maintenant devant la télé. Hein. Le grand problème qui est posé à l'Afrique, ça revient à ça depuis l'indépendance. Tradition et modernité. Néanmoins, les quelques enfants encore rattachés à cette tradition vivante continuent de nous ragaillardir pendant le mois de Ramadan avec les danses et les paris du Yogoro. Souvenir, et vous avez certainement entendu, les filles, elles chantent le Salawale, Salawale. C'est la fin de cette édition. Merci au nom de l'ensemble des rédactions. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, retrouvez Kadiatou Kone dans la soirée. Le rendez-vous, c'était avec Amara Malé Diallo. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.